Et nous sommes en direct avec le journaliste à Afrique 21, Rémi Carayol. Bonsoir. Comment analysez-vous cette démission du chef de la junte burkinabé? Est-ce que c'était prévisible selon vous? Bon, c'est toujours un peu difficile de dire a posteriori que un coup d'État qui est arrivé était prévisible. Il y avait quand même quelques éléments qui laissaient penser ces dernières semaines que Damiba était fragilisé au sein même de son armée. Ce qui est sûr, c'est que à partir de samedi, lorsque des dizaines, des centaines de manifestants sont descendus dans la rue pour soutenir le coup d'État de Traoré et de ses camarades, sa position politique était quasiment intenable à Damiba, en fait. Soit il engageait la force avec ceux qui, au sein de l'armée, étaient encore très nombreux qui le soutenaient, au risque de tuer un grand nombre de civils, puisque les combats auraient eu lieu au cœur de Ouagadougou, soit il acceptait effectivement de démissionner. Donc, dire que c'était prévisible, ça serait un peu Oui. trop facile aujourd'hui, mais disons que ça n'a pas surpris grand monde. Alors aujourd'hui, le lieutenant-colonel Damiba se serait réfugié à Lomé. Comment interpréter ce rôle de plus en plus important joué par le Togo dans la sous-région? Oui, par le président du Togo, notamment Faure Gnassingbé, qui a visiblement décidé un peu de prendre le rôle qui était dévolu à Blaise Compaoré jusqu'à sa chute en 2014, c'est-à-dire de jouer un peu les médiateurs officieux. On le voit notamment avec ce qui se passe au Mali, depuis le double coup d'État d'Assimi Goïta au Mali. On voit que, alors que la junte malienne est isolée sur le plan diplomatique dans la sous-région, elle bénéficie d'un soutien important de la part du Togo qui, dans les coulisses, en fait, essaye de préserver le dialogue avec le reste des chefs d'État de la sous-région et le soutient même de manière plus ou moins ouverte. On le voit là où donc il accueille un chef d'État déchu, chef d'État entre guillemets évidemment, puisqu'il était lui-même issu d'un coup d'État. Et puis on le voit dans d'autres affaires où effectivement le président du Togo semble chercher à devenir un peu le parrain, c'est le terme qu'on employait pour Blaise Compaoré, hein, le parrain un peu dans la sous-région pour les zones de conflit en quelque sorte. Vous parliez de Blaise Compaoré. On a entendu Paris pointer du doigt la propagande russe ces dernières heures. Or, les Burkinabés n'oublient pas que c'est la France qui a exfiltré Blaise Compaoré en 2014. Est-ce que ce discours pas très net, pas très clair du Quai d'Orsay ne renforcerait pas le sentiment anti-français? Bon, euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un passif pour la France dans cette région, un passif qui est très ancien. Hein, évidemment, on pense tous à la période coloniale, mais un passif qui est aussi relativement récent. Euh, le cas de Blaise Compaoré, par exemple, lorsqu'il a dû fuir son pays en 2014, poussé par une insurrection populaire, en fait, a quitté le palais présidentiel, est emblématique. Et les Burkinabés ne l'ont pas oublié, même si c'était il y a 8 ans. Lorsqu'il a fui, il a réussi à quitter le Burkina grâce à l'aide de l'armée française, de la force Sabre, c'est-à-dire les forces spéciales, qui sont basées à Cambouinsé, dans la zone périphérique de Ouagadougou, là même où des manifestants se sont rendus ce week-end pour manifester, parce que les bruits disaient, notamment sur les réseaux sociaux, que Damiba se trouvait dans ce camp. Bon, ce sont ces forces spéciales qui avaient exfiltré Blaise Compaoré, et on se souvient qu'à l'époque, les autorités françaises avaient nié avoir exfiltré Compaoré. Il avait fallu que ce soit des journalistes qui le révèlent sur la base de sources locales pour que finalement elles admettent. Donc le souci, c'est qu'on a un passif d'opérations secrètes et de mensonges qui fait qu'aujourd'hui, la voix de la France pour nombre d'Ouest africains n'est plus audible. Et puis ces derniers mois, il y a eu 4 coups d'État dans la sous-région, Burkina, Guinée, Mali et Tchad. Or, le Tchad a décidé de prolonger la durée de la transition de 2 ans et d'octroyer la possibilité au chef autoproclamé de la junte militaire, le général Mahamat Idriss Déby, de se présenter à un mandat électif. On n'a pas beaucoup entendu la France sur ces dernières décisions tchadiennes, alors qu'elle ne se gêne pas pour critiquer et sanctionner les 3 autres
pays. Est-ce que cette autre contradiction française ne participe pas, là encore, à la colère des Burkinabés qui s'en prennent aujourd'hui aux institutions françaises? Si, pleinement, à la colère de tous les ressortissants des pays concernés, et même au-delà. C'est le deux poids, deux mesures que personne ne comprend. Effectivement, ce week-end, alors qu'on était en plein coup d'État au Burkina, donc on apprend que le dialogue national inclusif et souverain au Tchad arrive à ses conclusions, selon lesquelles la transition est prolongée de 24 mois, et en plus, Mahamat Idriss Déby pourra éventuellement se présenter, alors qu'il s'était engagé à ne pas le faire lorsqu'il avait pris le pouvoir, et la France n'a pas réagi. Aucune réaction du ministère des Affaires étrangères. La seule réaction, c'est celle de l'Union européenne, que a signé effectivement la France. Mais en fait, la France se cache un peu derrière cette déclaration. Mais la France fait complètement profil bas pour une raison très simple. C'est qu'elle soutient absolument Mahamat Idriss Déby. Les Français estiment qu'ils ont besoin d'une stabilité totale sur le Tchad, comme ils aimeraient avoir une stabilité totale sur les autres pays où l'armée française mène des opérations. Et donc, ils estiment qu'on peut passer outre un certain nombre de principes, ces mêmes principes qu'elle est censée défendre dans d'autres contrées. Moscou, de son côté, a réagi à ce deuxième coup d'État en 8 mois. Nous souhaitons que la situation au Burkina Faso se normalise au plus vite pour pouvoir assurer un ordre complet dans ce pays et revenir au plus vite dans le cadre de la légitimité et de la légalité. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du Kremlin. Ce ne sont pas des phrases qui ressemblent aux Russes. D'ailleurs, quel est l'ordre dont il parle? Quelle est la légalité dont il parle? Alors ça, j'en suis bien incapable de vous le dire. C'est assez cocasse, en fait, quand on voit ce qui se passe sur le front européen, et notamment en Ukraine aujourd'hui. C'est aussi assez cocasse quand on voit qu'aujourd'hui, Moscou utilise une société de sécurité privée qui elle-même emploie ce qu'on peut appeler des mercenaires pour intervenir dans plusieurs pays, et notamment dans des pays africains. Donc, bon, ce sont des déclarations que ceux qui veulent y croire, auxquelles ceux qui veulent y croire croiront, mais qui n'ont, à mon sens, pas grand intérêt. Ce qui est sûr, c'est que Moscou regarde avec grand appétit ce qui se passe aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Une dernière question peut-être, Mathieu Carayol, Rémi Carayol, pardon. Il nous reste vraiment 30 secondes. Le cas guinéen où le président de la transition, Mamadi Doumbouya, assure de son côté qu'il ne confisquera pas le pouvoir. Est-ce une stratégie plus prudente qu'il opte là en déclarant cela en parallèle du coup d'État au Burkina? Bon, disons que c'est une phrase un peu facile. On attend de voir. Ça fait quand même plus d'un an maintenant qu'il a pris le pouvoir. Il y a eu quelques avancées par rapport à ce qu'il avait annoncé, mais tout va très lentement. Et puis surtout, je rappelle quand même que certes, il ne confisque pas le pouvoir, mais il emprisonne des opposants, il emprisonne des militants de la société civile. Aujourd'hui, ça fait plus de 2 mois que des membres, notamment du FNDC, qui avaient joué un rôle très important dans la contestation du troisième mandat d'Alpha Condé, ils sont en prison, simplement pour avoir appelé à une manifestation. Donc, la confiscation du pouvoir, quelque part, a déjà débuté. Reste à savoir si elle va durer longtemps ou pas. Rémi Carayol, journaliste à Afrique 21, merci pour votre analyse.